Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. J'espère que vous allez bien et que vous avez de la belle énergie. Et ça, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avec les banques, la crise bancaire, les interventions des banques centrales. Est-ce que ça a corrigé le problème ou ça a juste repoussé le problème à plus tard? On va voir aussi les autres bombes nucléaires qui s'en viennent sur les petites banques. On va voir c'était quoi le plan final finalement. C'est quoi le plan final derrière tout ça? Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on se fait dire de regarder à gauche, il faut regarder à droite. Là, dans la vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vois arriver à 100 000 à l'heure à droite. Et après ça, je vais vous expliquer comment en profiter à la fin de la vidéo. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et en quelques minutes, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe avec le système bancaire, beaucoup plus que 99% de la population. Et en plus, on va voir qu'est-ce que tout ça va vouloir dire pour l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à mettre un like. N'oubliez pas de mettre un commentaire parce que j'aime vous lire. Et de vous abonner à la chaîne parce qu'on s'en va à 100 000 abonnés pour la fin de l'année 2023. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire un petit rappel pour mon groupe de recherche que les prix vont augmenter pour les gens qui sont pas abonnés à partir du 30 avril. Donc, si vous êtes intéressé de vous abonner maintenant à 25 € par mois, c'est le moment. Et sur mon groupe privé, je vous partage mon portefeuille, je vous fais des vidéos privées à l'occasion, un rapport mensuel, puis on a plein d'intervenants fantastiques qui sont sur le groupe. Pourquoi j'ai parti ce groupe-là? Tout simplement parce que je voulais aller plus en profondeur dans mon analyse des crypto-monnaies, puis ça me tentait d'avoir un groupe plus avancé où est-ce que je pouvais partager mes positions et expliquer le raisonnement derrière tout ça, qu'est-ce que j'ai pas le temps de faire sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur paulcryptorecherche.com, qui va changer de nom pour devenir cryptorecherche.com d'ici quelques semaines. Donc, allez voir ça. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, le but de la vidéo, c'est de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, votre cerveau va exploser. En tout cas, quand j'ai compris tout ça, le mien a explosé. J'en ai déjà parlé de certains éléments dans d'autres vidéos, mais là, on met tout ensemble en une seule vidéo. Donc, rappelez-vous de certaines choses dans la vidéo. Premièrement, c'est que comment ça fonctionne? Le plan des banques centrales et des gros joueurs, c'est toujours de la même façon. Problème, réaction, solution. Le but, c'est d'amener la solution finale en laissant aller certains problèmes ou en causant certains problèmes, comme vous avez vu dans une de mes vidéos précédentes. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'on est dans un système adossé à de la dette et adossé à l'armée aussi. Donc, c'est adossé à du vide et à l'armée. Donc, grâce à l'intimidation, ce système financier-là a continué pendant un certain temps. Mais là, on arrive à sa fin et il y a d'autres choses qui arrivent pour la suite. Et vous savez que c'est les CBDC. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les banques et pourquoi on est en train de vivre un désastre au niveau des banques moyennes et les petites. Donc, normalement, comment est-ce que ça survit une banque? Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous mettez votre argent à la banque. En échange, vous recevez un pourcentage d'intérêt. Et eux, avec vos dépôts, ils vont placer l'argent ailleurs qui donne un plus haut taux d'intérêt. Donc, on reprend l'opération, vous déposez votre argent. Par exemple, vous déposez un 100 000 $, ils vous donnent du 1% d'intérêt par année. Puis eux, pendant ce temps-là, normalement, ils allaient le placer dans des bons du trésor ou d'autres instruments financiers qui généraient du 4 à 5% par année et ils se prenaient la différence entre les deux. Donc, normalement, dans un système où que la courbe des taux d'intérêt est normale, tout va bien. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans les derniers mois, même les dernières années, les taux d'intérêt, comme on voit ici, le rendement du bon du trésor 10 ans, c'était de moins de 1% pendant plusieurs mois. On a été en bas de 2% pendant plusieurs années. Et là, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait que les banques ont acheté des bons du trésor avec une durée à maturité qui était élevée, avec des faibles taux d'intérêt comme ça. Donc, à la place de donner du 2% aux gens qui mettaient leur argent dans les banques, ils donnaient du 0,25%, du 0,5%. Jusque-là, ça allait jusqu'au moment où est-ce qu'on a eu notre bon ami Jérôme Powell ici, qui a décidé d'augmenter les taux d'intérêt à la Fed de 5000% en une année. C'est du jamais vu, puis c'est complètement débile, puis ça a détruit les banques. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand on monte les taux d'intérêt rapidement comme ça, ça fait baisser la valeur des bons du trésor que les banques ont achetés. Donc, les banques étaient assises sur des pertes en capital non réalisées importantes. Et selon JP Morgan, on parle de plus de 2 trillions de dollars, donc 2000 milliards de dollars qu'en ce moment, les banques régionales sont dans le trou. Et ça, on parle même pas des 4 plus grosses banques au monde en ce moment qui sont probablement dans le trou d'un autre trillion de dollars. Et bon, si personne retire son argent de la banque, tout va bien. Parce que les banques n'ont pas besoin de vendre
leurs bons du trésor à perte et encaisser une perte. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens ont commencé à retirer leur argent des banques. Pourquoi? Ben pour acheter eux-mêmes des bons du trésor qui génèrent du 5%, 4-5%, là, ça dépend de l'instrument financier. Et là, ça a fait en sorte que les banques ont été obligées de vendre leurs bons du trésor à perte pour pouvoir redonner le cash aux gens qui sortaient leur argent des banques. Et là, ça a causé un trou parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus assez d'argent dans les coffres de la banque. Et une des premières victimes qu'on a vues, ben c'était la Silicon Valley Bank. Comme vous voyez ici, là, le prix qui passe de 250$ à 0$ finalement, au mois de mars. Et là, on a vu un effet de chaîne. Parce que là, il y avait de la contagion. La peur s'est emparée du public. Les gens commençaient à retirer leur argent de plusieurs banques parce que les gens craignaient vraiment la contagion là, suite à la faillite de SVB. Et là, les banques centrales ont eu une brillante idée, une deuxième brillante idée. Après avoir monté les taux d'intérêt de 5000% en une année pour détruire complètement les banques régionales, ils ont eu une brillante idée. Ils se sont dit, on va faire une action coordonnée. Premièrement, pour assurer 100% des dépôts bancaires. Donc là, ça a fait en sorte que les gens ont arrêté de paniquer parce que là, la Fed, l'imprimante à papier, assure maintenant 100% des dépôts bancaires dans les banques. Mais en plus de ça, les plus grosses banques centrales comme la Fed, la Banque centrale européenne, même la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, puis la Banque nationale suisse ont fait une action coordonnée pour sauver leurs banques parce que vraiment, toutes les banques sont dans la merde à cause de cette brillante idée d'augmenter les taux d'intérêt rapidement qui a fait descendre le prix des bons du trésor. Les banques centrales ont sorti des lignes de swap qui permettent à n'importe quelle banque de courir vers la banque centrale, d'aller voir son papa pour lui dire « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent pour 1 an en mettant en collatéral les bons du trésor qui avaient perdu de la valeur? » Donc, par exemple, si un bon du trésor était supposé valoir 1$ et là, il valait 80 centimes ou 80 sous, ben la Fed dit « C'est pas grave, écoute, je vais te passer 1$, un taux d'intérêt de 5% pour 1 an. » Donc là, ça fait en sorte que toutes les banques ont décidé d'aller chercher cette ligne de crédit-là de la Fed et des autres banques centrales. Mais là, est-ce que ça règle vraiment le problème ou est-ce qu'on a juste mis un band-aid sur le bobo? Ben, vous le savez, c'est quoi la réponse? On a mis un band-aid sur le bobo parce que le problème reste le même. Les gens sont encore en train de retirer leur capital des banques pour les investir eux-mêmes dans des bons du trésor qui génèrent du 5% d'intérêt par année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les taux d'intérêt sont trop hauts en ce moment, puis que les banques centrales n'auront pas le choix de baisser les taux d'intérêt comme qu'ils ont fait dans le passé, puis en plus de recommencer l'impression monétaire. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que les banques centrales font le prêt en acceptant en collatéral tous ces bons du trésor qui ont une valeur moindre? Ben, c'est déjà une forme d'impression monétaire. Puis on a vu le bilan comptable des banques centrales augmenter, autant la banque centrale du Japon, de la Chine, des États-Unis et de l'Europe. Et on va aller voir ça un peu plus tard dans la vidéo, mais avant, il faut qu'on parle d'un autre problème, un autre train qui va rentrer à 100 000 $ dans toutes les banques de dimension moyenne et petite. C'est quoi? Ben, c'est que les banques régionales puis les petites banques, c'est les plus gros prêteurs de tout ce qui est l'immobilier commercial. Puis si on regarde les statistiques, on le voit clairement ici, que les petites banques et même les grandes banques détiennent plus que 50% des prêts d'immobilier commercial. On voit qu'aux États-Unis, ben, c'est 2/3 des prêts d'immobilier commercial qui est détenu par les petites banques. Et là, pourquoi l'immobilier commercial va pas bien? Ben, c'est parce que depuis le COVID, tout le monde travaille à distance. Puis, sérieusement, il y a personne qui va revenir dans des bureaux, là. C'est vraiment plus efficace pour une entreprise de travailler à distance. Même les plus grosses entreprises que je connais, des gens qui travaillent dedans, il y avait des bureaux. Par exemple, il était 50, il était 200 sur un étage. Maintenant, à cause qu'ils ont encore le bail, ben, ils sont obligés de rester là encore pendant 2 ans. Mais à la place d'avoir 50 employés sur un étage, il y en a seulement 10. Les autres travaillent à domicile. Et ça, c'est là pour rester. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'immobilier commercial, tel qu'on le connaissait, est en train de mourir. J'ai écouté une entrevue avec Raoul Pal, qui était vraiment intéressant, que je peux mettre le lien dans le bas de la vidéo, qui expliquait que certains vont essayer de transformer leur immobilier commercial en immobilier résidentiel, mais la plupart des bâtiments, de la façon qu'ils sont faits avec les conduits d'eau, d'électricité, ça fit pas du tout pour du commercial. Donc à ce moment-là, une fois que la période de bail va être terminée, ben tous les gens qui avaient emprunté pour acheter de l'immobilier commercial, et puis personne qui va vouloir le louer. Donc qu'est-ce qui va arriver? Donc dans l'entrevue de Raoul Pal, il nous disait que dans 10 ans, dans 15 ans, il y a plusieurs immeubles qui allaient se faire complètement passer dessus par un bulldozer et qu'on allait créer d'autres choses à la place. Alors, on voit une autre charte ici qui montre l'immobilier commercial en Europe, le même phénomène qu'aux États-Unis puis partout dans le monde.
Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une autre claque sur la gueule, ou pour les Français, dans le visage, je pense que c'est ça, des petites banques. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on le sait la réponse. Les banques centrales vont être obligées d'intervenir pour acheter ces actifs toxiques-là, qui est les prêts immobiliers, en immobilier commercial. Comme ce qui a été fait en 2012-2013, si je me souviens bien, avec la BCE, avec Mario Draghi. Donc, si on résume, les problèmes pour les banques commerciales, ben, il y en a 3. Le prix des bons du trésor a diminué, donc ça fait en sorte qu'ils ont des pertes non réalisées incroyables. Deuxièmement, l'argent des déposants sort à tous les jours pour aller eux-mêmes acheter des bons du trésor US qui génèrent du 5% d'intérêt par année versus de rester à la banque qui donne du moins de 1% par année. Puis en plus de ça, il y a une bombe nucléaire qui les attend avec les prêts immobiliers commerciaux. Donc, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est que les banques centrales vont tout racheter encore une fois avec l'argent imprimé à partir de rien. Donc, on voit le bilan de la Fed ici qui a monté drastiquement de plus de 300 milliards de dollars depuis la crise des banques régionales qui a commencé et qui va monter beaucoup plus haut parce qu'on parle de 2 trillions de dollars selon la JP Morgan, comme que vous le voyez ici là sur l'article de Bloomberg. Et là, c'est là que ça devient intéressant de comprendre ça. Donc, le bilan de la Fed va augmenter, le bilan de la Banque centrale va augmenter. Quand je parle du bilan, c'est le bilan comptable de ces banques centrales-là. Donc, quand ils achètent des actifs toxiques comme ça, avec de l'argent imprimé à partir du vide, ça fait monter leur bilan parce que ces actifs-là se retrouvent sur leur bilan. Donc, la partie intéressante, c'est ici, qu'est-ce qui va arriver pour le marché des actions, le marché des cryptos, puis les autres marchés. Bon, en général, là je prends les données de Real Vision avec Raoul Pal. Lorsque le bilan comptable de la Fed augmente de 1%, comme on voit le bilan comptable de la Fed ici, il augmente de 1%, le S&P 500 augmente de 2%, et à l'inverse, si le bilan de la Fed descend de 1%, le S&P 500 descend de 2%. Pour le Nasdaq, ben, on rajoute 40% de delta à tout ça. Et pour les cryptos, ben, c'est exponentiel. Si le bilan de la Fed augmente, ben, les cryptos augmentent de façon exponentielle. Si le bilan descend, les cryptos descendent rapidement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les cryptos? Ben, étant donné qu'on le sait maintenant que les banques centrales n'auront pas le choix de baisser les taux d'intérêt puis de commencer à racheter des actifs toxiques, ça va faire monter leur bilan, ben ça va faire monter les cryptos, ça va faire monter le marché des actions. Ce n'est qu'une question de temps, faut juste regarder la connerie se faire. Et ça, je vous en parle depuis longtemps, je pense que ça fait plus qu'un an que je vous dis que les banques centrales n'auront pas le choix d'imprimer de nouveau s'ils veulent sauver leur système financier actuel qui est en péril. Sinon, au mois de mars 2023, le système financier était terminé. Donc là, vous voyez, encore une fois, la Fed s'est mis à jouer les sauveurs, à être l'acheteur de dernier recours, et même le prêteur de dernier recours, et on se rappelle que toutes les entités qui prêtent de l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir au final. Donc, qu'est-ce que ça va amener pour les cryptos? Ben, vous comprenez, ça va exploser à la hausse. Et là, quelle catégorie de crypto va exploser à la hausse? Le Bitcoin, qui est vu comme l'or digital, risque d'exploser à la hausse. Mais aussi, on a un autre point important, c'est tout ce qui est les technologies. En ce moment, pour les gens qui lisent mes rapports, et qui voient un peu qu'est-ce qui s'en vient avec les technologies, l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, le Web 3. En ce moment, on est en train de vivre un boom technologique. Pas seulement en crypto-monnaie, mais partout sur la planète. Parce que ça, c'est le fruit de plusieurs dizaines d'années d'investissement et de dizaines et de centaines de millions d'investissements qui a été fait dans les dernières années, que là, on arrive avec des technologies matures, qu'on a une technologie qui sort, qui est amplifiée par une autre technologie, et là, ça va accélérer encore pour les 10 prochaines années de ce que je vois. Donc, d'investir dans les technologies, c'est une façon incroyable de faire de l'argent et ça tombe bien. Les crypto-monnaies, on a le côté système monétaire avec le Bitcoin, mais on a aussi plusieurs autres technologies qui vont être utilisées dans le futur, qui utilisent des blockchains. Donc, c'est là l'intérêt de rechercher dans tous les projets de crypto-monnaies qui existent, d'aller dans les crypto-monnaies qui vont être adoptées pour le futur des choses et d'investir dedans. Donc, c'est ça que je fais de mon côté. Parce que ce boom technologique-là, selon moi, on va en parler encore dans les livres d'histoire dans les 50 prochaines années, parce que là, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça change vraiment tout. Et je pense que vous le savez là, si vous suivez ma chaîne. Donc, est-ce que ça veut dire que les crypto-monnaies vont monter en ligne droite à partir de maintenant? Ben, sûrement pas, parce que c'est un marché volatile. Il y a beaucoup de leviers, donc ça se crée souvent des bulles d'air où est-ce qu'il faut qu'il y ait des corrections de 30% pour enlever les leviers du système. Mais selon moi, on risque d'avoir une belle montée qui s'en vient pour la fin de l'année prochaine, peut-être même l'année d'après.
Et en fait, le seul indicateur que vous avez à suivre pour savoir s'il va y avoir une montée, c'est de voir est-ce que les banques centrales sont en train d'ajouter des actifs à leur bilan ou non. Et là, quelles sont les autres répercussions de tout ce que les banques centrales sont en train de faire? Je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais vous expliquer le plan final, ben voici le plan final. Premièrement, on va avoir une consolidation des actifs vers le haut avec une centralisation du pouvoir où est-ce que les banques centrales puis les gouvernements sont en train de faire une seule et même entité. En plus de ça, on a le Big Four avec les 4 plus grandes banques que vous voyez ici. On a de moins en moins de banques régionales. Puis là, en plus, on a vu que les banques centrales ont mis de la pression sur les banques régionales en augmentant les taux d'intérêt pour leur faire faillite. Donc, ça va se rassembler en des grosses entités de plus en plus puissantes, comme vous voyez sur la charte ici avec Citigroup, JP Morgan, Bank of America. Ça, c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. En plus de ça, après, on va avoir les CBDC, les devises digitales émises par les banques centrales directement. Là, on va essayer de vous vendre que c'est ça la vraie utilité de la blockchain. Et là, tout le monde va être là, rah, 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 c'est parfait les CBDC. Vous allez voir, la population générale va être contente qu'on ait des CBDC. Mais ce que ça veut dire, c'est plus de surveillance, moins de liberté pour la population. Puis en plus de ça, vous imaginez la suite des choses. Par exemple, vous allez passer une entrevue pour un travail, puis on vous dit hey, écoute, ouais, ton CV, je l'aime bien, là. Il manque juste une dernière chose. Envoie-moi ton compte là, de CBDC. J'aimerais ça voir toutes les transactions que tu as faites depuis les 10 dernières années. C'est ça qui s'en vient avec les CBDC. Qu'est-ce que ça regarde? Qu'est-ce que moi j'achète? Pourquoi on est obligé d'avoir ça? Parce qu'on sait que les CBDC vont être sur des blockchains centralisées. Ça s'en vient. Après ça, on va avoir notre identité digitale sur une blockchain privée qui appartient au gouvernement et aux banques centrales. Ce qui va amener au coup échec et mat, où est-ce que, comme on voit ici, le CEO de BlackRock est le plus gros hedge fund du monde. Si vous savez pas c'est quoi BlackRock, allez voir la vidéo juste ici, que je vous explique à quel point il contrôle le monde de la finance, en partie. Mais on voit ici son CEO Larry Fink qui dit que tous les actifs devraient être tokenisés sur une blockchain. Donc, c'est quoi le coup d'échec et mat? C'est que tous nos actifs, par exemple, nos actions, nos bons du trésor, notre maison éventuellement, même peut-être notre auto, je sais pas, dans 10 ans où est-ce que le monde s'en va, notre identité va être tokenisée sur une blockchain censurable et privée des gouvernements. C'est ça qui s'en vient si on fait rien. Et là, on voit que le plan est 100% en marche. Moi, je vous en parle parce que je me dis que plus on est de gens à le savoir, peut-être que si on est beaucoup à refuser les CBDC et la tokenisation d'actifs sur des blockchains privées, peut-être qu'on va s'en sortir. Mais il n'y a pas grand monde qui comprend la différence entre une blockchain privée puis une blockchain publique incensurable comme le Bitcoin. Donc, voilà le plan final selon moi. Il y a d'autres angles qui s'en viennent que j'ai pas encore vus. Je vais analyser le marché, je vais vous parler de ce que je réfléchis, ce que je découvre. Mais là, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a plusieurs pays qui s'alliancent, comme on voit ici, le BRICS, pour ne plus utiliser le dollar américain dans les transferts interpays. Bon, ça, c'est la première étape pour la dédollarisation, pour faire perdre le pouvoir de devise de réserve au dollar US. Mais le truc là-dedans, c'est que même si on voit ces nouvelles-là, ça reste que le dollar US reste la devise de réserve. Donc, même si les pays font les transactions dans leurs devises respectives, le dollar US reste le dollar sur lequel leur devise est adossée. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient avec ça, mais éventuellement, j'imagine qu'il y a un pays ou plusieurs pays qui va annoncer qu'il veut plus avoir le dollar US comme réserve, peut-être revenir au standard or. Donc, il y a de l'action qui s'en vient, sérieusement. Puis, quand on voit une force émergente venir comme ça, contre une autre force émergente, ben, il y a le potentiel de guerre aussi qui s'en vient, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, donc, faut rester conscient de ça. Puis moi, ma solution de mon côté, vous le savez, c'est les crypto-monnaies. Aller dans les technologies, dans les crypto-monnaies. L'or, l'argent, je pense que c'est des choix judicieux pour la suite des choses. Donc, voilà pour la vidéo aujourd'hui. J'ai dit vraiment beaucoup de choses. J'espère que vous avez apprécié, puis que c'était clair comme explication, là, parce que j'ai vraiment fait de mon mieux pour ça. Puis là, si aujourd'hui vous sentez que votre énergie est pas au top, ben j'ai quelque chose pour vous. Bougez, n'oubliez pas de bouger. Fais-moi 25 push-ups tout de suite, ou va courir autour de ta maison, mais commence par 25 push-ups, puis après, tu vas être énergisé, parce que ce qui est important dans la vie, c'est de garder une belle énergie. Donc on se dit, tout le monde, à la prochaine vidéo. Salut, bye bye.